Bonjour Mina, peux-tu te présenter brièvement? Je m'appelle Mina, j'ai plus de la cinquantaine, je suis française originaire d'Algérie. Donc, j'ai vécu plus de 30 ans en Algérie et je suis venue en France vers les débuts 2000. Voilà. Donc, ça fait 20 ans que je suis en France. Je suis maman de 3 enfants et je travaille toujours. Ouais, d'accord. J'ai Dis- oublié de dire que j'habite en France, bien, bon, puisque je suis venue en France, et j'habite au sud de la France. Voilà. oui, ok, très bien. Donc, tu es née musulmane. Et donc, dans quel contexte culturel et familial tu as grandi? Voilà, dans un contexte, l'islam, j'ai grandi, c'est un islam traditionnel. Donc, je vais un peu vous raconter un peu l'islam de ma famille avant et comment ça a évolué. Et à travers ma vie, la vie de ma famille. Je vais expliquer un peu la place de la religion dans la société où vivait ma famille, c'est-à-dire en Algérie, et autour de nous. Parce que notre vie était un peu différente de celle du quartier ou de celle de, en général, les familles d'Algérie. Alors, je vais remonter un peu loin, hein. Je vais remonter aux années 50, 60, 70, à l'époque de l'enfance et la jeunesse de mes parents. L'islam se résumait aux quelques pratiques, hein, prière, ramadan, le hajj pour les plus aisés, hein. Euh, Je vais parler de la famille de ma mère et puis la famille de mon père parce que c'était deux familles différentes. Dans la famille de ma mère, mes grands-parents ont commencé à prier assez tard. La prière n'a jamais été imposée par qui que ce soit et tout le monde faisait ou presque le ramadan. Parce que après, quand j'ai grandi, j'ai entendu dire qu'un tel ne faisait pas le ramadan mais faisait semblant. Donc voilà. Mon grand-père maternel était très très autoritaire. Tout le monde devait lui obéir. Ma grand-mère était l'incarnation vivante de l'épouse soumise. Ouais, Donc, violence, insultes, tout, tout. Elle devait dire que oui. Elle n'avait pas d'autre choix. Euh, Paradoxalement, mon grand-père était quand même généreux, hospitalier. Donc, il y avait on peut dire, autant que grand-père, il était très aimant pour les petits-enfants, mais pour les enfants, ses propres enfants et sa femme, c'était autre chose. Euh, du côté de mon père, aussi, mes grands-parents ont commencé tard la prière et jamais imposé à qui que ce soit. Par contre, là, c'est le contraire. C'est ma grand-mère maternelle qui était autoritaire. C'était la chef de famille, si on peut dire. ouais, ouais. Alors, euh, les filles s'habillaient, sortaient. J'avais un oncle qui jouait de la guitare. Mon père a vécu l'époque française. Et lui, il en garde un souvenir nostalgique quand même. Il avait des amis juifs, pieds noirs. Malgré qu'il n'était pas allé loin dans les études, il était très très intelligent, cultivé, curieux, habile de ses mains et très très ouvert. Ouais, On peut dire que l'islam dans ma famille était une formalité. ouais. Ça, c'est l'islam dans ma famille. Par contre, si j'ouvre une fenêtre sur la société où nous évoluons, c'était un petit peu différent. Les familles étaient très, très contrastées. C'est-à-dire qu'il y avait des familles qui vivaient à l'européenne, dans leur façon de s'habiller, le rapport entre rapport homme-femme. Il y avait même des familles athées. On me disait, quand j'avais on peut dire entre 16 et 20 ans, on me disait, ils sont athées. Et je savais pas ce que c'était le mot athée. C'était en général des familles intellectuelles, hein, médecins. Et le mot athée, franchement, je savais pas ce que c'était. Ils me disaient tout le temps, ils croient pas en Dieu, voilà, c'est tout. Ils font pas le ramadan, ils font pas ceci.
et ça s'arrêtait là. Et moi, après, le mot athée m'a toujours un peu, comment dire, il me faisait peur parce que pour moi, c'est le plus grand péché. C'est un passeport direct à l'enfer, sans jugement. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que les familles athées, c'était les familles qu'on ne devait pas fréquenter. Malgré qu'on était ouverts, nous, hein, mais on était Ouais. musulmans quand même. Vous voyez ce que Oui, oui, oui. on vivait comme eux, mais on avait l'étiquette musulman et eux, ils avaient l'étiquette athée. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il y avait, on peut dire qu'il y avait des familles de tout genre, jusqu'aux familles les plus rigoristes où l'homme était, on peut dire, entre guillemets, Dieu, hein, la femme cloîtrée, voilée. Donc, comme les familles étaient très contrastées, comme on voyait les familles très, très ouvertes, et aussi, ben, jusqu'aux familles. Donc, on peut dire chacun vivait son islam à sa sauce. C'était Ouais. l'islam à la carte, jusqu'au islam rigoriste. Et je sais même pas s'ils savaient tout de l'islam, mais ils appliquaient le fait que l'homme était, entre guillemets, Dieu, hein. La femme lui devait obéissance, elle était cloîtrée, voilée. Et c'était très, très fermé, ce genre de famille. Et personnellement, j'avais pas accès, hein, parce que j'étais ni voilée, ni donc ils avaient peur que je pervertisse leur fille ou voilà. Donc je pouvais pas savoir ce qui se passait à l'intérieur. Donc quand j'étais au collège, j'avais une copine de classe, qui était issue de ce genre de famille. Donc dans le collège, elle était comme nous, mais arrivée au bout de la rue, hein, on pouvait pas l'accompagner plus loin pour que son père ne voyait pas qu'elle était avec des filles qui n'étaient pas voilées. Donc je vous parle un peu les années, on peut dire les années 80. Donc voilà, ça c'est pour le comment dire, le milieu où vivait notre notre famille, hein. L'Algérie en général était comme ça à cette époque, hein. L'Algérie, elle était comme ça. Alors maintenant, j'ai parlé un peu la vie de famille des grands-parents. Maintenant, je vais plutôt m'avancer dans le temps et aller vers mes parents à moi. Donc, quand mon père s'est marié à ma mère, euh, elle portait comment dire, nous on appelait ça dans notre région, dans notre ville, le ksa, qui veut dire le haïk, Hayek, oui, c'est ça. mais je peux le dire, hein, moi j'ai vécu toute ma vie à Oran, et on l'appelait ksa, c'est le haïk, voilà. Donc, quand ma mère s'est mariée, alors je vais parler du mariage parce que c'est pas du tout les mariages de maintenant. L'homme choisissait la femme qu'il voulait. Par contre, la femme, le père il vient, il lui dit tu vas te marier. Ma mère c'était comme ça, la pauvre. Elle était très très bonne à l'école. Elle voulait être, je sais pas ce qu'elle voulait, être infirmière. Elle aimait bien le milieu médical. À 16 ans, son père lui a dit tu vas te marier et c'est tout. Il y a pas à dire. Donc il y avait ni consentement ni rien du tout. Mon grand-père, comme j'ai dit, autoritaire. Les 3 premières filles il y avait plusieurs, hein, parce qu'il y avait pas de contraception et tout. Donc les premières filles, parce qu'avant ils se fréquentaient pas, hein, les couples, hein. Donc Ouais. je sais pas moi, il y avait les marieuses. On va un peu parler du contexte parce qu'il y avait les marieuses qui regardaient un peu dans le hammam les belles filles. Je je vous assure, ma mère, qu'elle me racontait des choses. Le hammam, tu sais, c'est des chasseuses. C'est comme les chasseurs de top modèle. Ah bon, c'était les chasseuses Oui, oui, je me rappelle, moi aussi, j'ai vécu cette période-là. de, d'une jeune fille à marier. Donc, elle la regarde, elle regarde le corps, elle regarde si elle est belle, si elle est ceci, hein.
Et puis elle regarde la maman et après elle va dire quand elle sait que ben un tel il veut se marier, donc elle va dire à sa mère il y a un tel qu'elle a une belle fille et voilà ça se passait comme ça. Et ensuite on toque à la porte. C'est qui? Ah ben c'est des personnes qui demandent la fille au mariage et voilà. Ouais, des prétendants. Les prétendants. Mais en général ça dépend des familles. Des fois, Oui, quand même, la fille avait, la femme, hein, on peut dire, mais à cet âge-là, je dirais fille, j'appelle chat par chat. Donc, les filles, il y avait certaines familles qui pouvaient dire non, je veux pas, mais certaines, comme ma mère, mon grand-père, a dit, ben, elle était bon. Même pas chercher à savoir. oui, oui. Donc, voilà, c'est comme ça. Euh, et voilà, ils se sont mariés. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des traditions de cette époque? Ça serait bien que les gens comprennent un petit peu comment ça se passait et que les traditions impliquaient aussi, ça ne pouvait avoir des racines que de la religion, ce que je voyais pas. Oui, oui, bien sûr. Oui. Un petit peu, Donc, oui. je dirais pas anecdote, mais un fait. Hein. Je vais parler de la fameuse nuit de noces. Ah oui, oui, le drap blanc, là. Ah oui, 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 oui. Je connais aussi ça. Oh là là. Alors, ça, pour te dire, j'ai appelé ma mère, quelques heures, et je lui dis, j'ai envie que tu me racontes un peu. Elle m'a raconté des anecdotes, puis pas des anecdotes, on ne peut pas dire ça parce que les gens les vivaient et c'est pas obligatoirement. Alors, je lui ai parlé de la virginité de la femme. Et dans les mariages, euh, en Algérie en général, mais je vais parler d'Oran, et c'est ma mère qui m'a raconté un peu comment ça se passait. Alors, la femme n'a pas de consentement, ils viennent, les personnes demandaient sa main, et selon les accords qu'ils ont eu, la dot ou je sais pas quoi, ou la situation professionnelle du garçon, chaque famille elle a ses critères de choix, et quand le consentement est fait par les parents, et spécifiquement par le père, on dit à la fille, allez, prépare-toi, tu vas te marier l'été prochain ou dans 2 mois ou 3 mois. Et voilà. Donc, ce qui était important, c'est que la fille soit vierge. Alors, comment on va savoir? Donc, la fille, la pauvre, on l'emmène voir un gynécologue assermenté. Alors, le fameux gynécologue, il vérifie si tout est intact. Quand c'est intact, il lui donne un bonbon. Ouais. Il est content. Et d'après les racontars, hein, quand c'est pas intact, la fessée commence par lui. Ah oui, non, mais Ouais. C'est lui qui j'ai vécu déjà ça au bled. Hein. il la frappe, il la bat, et après elle est tirée par les cheveux par la famille qui est venue et je sais pas la suite. Voilà. Donc ma mère, elle a eu son bonbon et elle m'a dit que en 16 ans, elle sortait pas. Alors franchement, Elle je avait sais pas. 16 ans? Elle avait 16 ans, oui, quand elle s'est Ah mariée. oui, ouais, elle était Ah jeune ouais, quand même. Hein. Ouais. ouais. Donc 16 ans là-bas, c'est à cette époque-là, c'était le moment de les marier parce qu'ils arrivent à 20 ans, ça y est, hein, elle est devenue vieille fille. Hein, Ouais, ouais. c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'était comme ça. Donc elle n'a pas continué ses études et rien du tout. Donc elle m'a expliqué que quand le cortège arrive, ils prennent la mariée, les youyou, les celliers, ils la mettent dans la chambre et elle attend. Et après, elle attend, angoissée, parce qu'elle connaît pas le mec. Elle sait pas comment il est. Hein. Ma mère, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, après, quand elle entend les gens, les you-you, la musique, ça y est, le mari est arrivé. Donc, il y avait le ouzir. Je sais pas si on t'a parlé de ça. Le ouzir, c'est quelqu'un qui s'est marié avant, donc il sait comment ça se passe. Et c'est lui qui briefe l'homme. Tu m'as fait penser, oui, oui, j'avais oublié ça. Mais Hein. Tu me rappelles des souvenirs. Hein. il faut passer par là. On a, comment dire, un devoir de transmission pour voir comment c'était avant. Et comment, maintenant, ce mot de virginité, déjà, il me heurte beaucoup. Donc, le mari, il est, comment dire, il est, c'est comme s'il va à la guerre, le marié. Déjà, lui, il connaît pas, hein.
fille aussi. Donc, il est en train de le booster. Je sais pas, même à cette époque, on le faisait boire, je pense, ou je sais pas comment ça se passait. Et ils arrivent devant la porte et le mec là, le Ozir, c'est comme il le pousse, il ferme la porte. Un garde du corps, en fait. Il regarde du Oui, corps en oui. même temps, Il c'est lui sort qui avec lui, il rentre avec lui. Bon, il s'arrête devant la porte, ça va déjà. c'est comme ça. Donc il le pousse et après bon, je sais pas, bon, mais je vais pas raconter l'intimité de mes parents, mais en général, c'est corps-lénien quand même, hein, parce que entre le mari qui connaît pas et qui n'y arrive pas, il faut qu'il ressorte et qu'on le rebooste et qu'on le repousse et qu'on le bon. Et quand c'est fait, alors là, il y a la fameuse qmejja. C'est une forme de combinaison comme une chemise de nuit blanche où quand la fille est dépucelée, il y a du sang qui coule et voilà, c'est comme un réceptacle de l'honorabilité, de la chasteté de la fille. Ouais, ouais. Il est donné au vizir, hein, au fameux garde du corps. Alors, j'ai oublié un truc. La fête, les gens, ils sont en train de danser et tout, et la famille de la fille, ils sont là dans le couloir de la mort, attendre. J'ai vécu ça, hein, les mariages de mes Attendre frères, attendre, de la famille là-bas, comment ouais. dire, la délivrance. Attendre la délivrance. Et le fameux, il ramène, il leur montre furtivement le truc, ça veut dire, ça y est, allez, ça commence le you-you, voilà, ça y est. You, oui, oui, oui. Enfin, la suite, à cette époque, c'était barbare, hein. Ouais. Le petit torchon, là, tu crois qu'il va s'arrêter là? Mais non, il va aller dans la grande salle où sont tous les hommes avec l'orchestre à l'époque. Et cet torchon, il est brandi comme un drapeau et tout le monde danse avec. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Ça veut dire, c'est bon, la fille est, comment dire, est honorable ou voilà. Et après, c'est pas fini. On va retracer le voyage de ce torchon-là. Bon, moi, j'appelle le torchon, moi. Et puis, il est donné à la maman de la fille. Mm. Ah, et ils ont mangé, ils ont dansé, ça y est. Le papa, qui n'est pas dans le mariage, il est là-bas chez lui, il attend. Même s'ils arrivent à 4 heures du matin, il est en train d'attendre. Donc, quand c'est fini, la maman et les personnes qui sont venues avec dans des voitures, donc il faut un deuxième cortège de retour. Et quand ils arrivent dans la rue où ils habitent, dans le quartier, aussi, les klaxons, les you-you, ça veut dire, si vous pensez que ma fille n'était pas, et voilà. Ouais, ouais, c'est oui, pour leur montrer Et l'honneur puis, de. Oui. C'est voilà, l'honneur de la l'honneur fille, de en la fait, famille. et la Ah là, famille l'honneur de aussi. la Oui, voilà, famille. c'est ça. Ouais. Je voulais parler de ça parce que c'est quand même traumatisant pour les femmes en général. Et après, il montre ça pas furtivement pour ne pas. Et voilà. Et j'ai demandé à ma mère et le torche, la combinaison là, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez mis? J'ai demandé. C'est de rester un souvenir. Ah non, elle m'a dit, ils l'ont lavé, ils me l'ont. Il y en a qui gardaient pas comme souvenir, hein. Non, non, Ouais, ouais. elle Il y en a a qui gardent, utilisé. ouais. Donc voilà. Et on peut pas dire, je peux pas dire que c'est religieux. C'est plutôt patriarcal, hein, parce que dans toutes les Oui, sociétés, oui. dans l'histoire, la femme, c'était très important, ce bout de membrane. Et voilà, je voulais parler de ça, en général. Voilà. Attends, je vais Euh, rajouter autre chose. Amina, tu as mhm, oublié un petit détail. oui. Après qu'ils ont fait ça, là, que la fille a été dépucelée, Mhm. qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il y a des gens qui allaient les féliciter. Moi, je sais, en tout cas, dans ma famille, Oui, enfin, oui, oui. tous les mariages que Ouais, j'ai assistés parce là-bas, que, mhm. voilà, ils allaient dire Psahtek, Partec, félicitations. oui, 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 oui. Elle se tord de douleur. Ouais. Bah Oui, oui, elle se tord de douleur, hein, c'est pas quelque chose ouais, de. ouais, Elle se tord de douleur, des personnes qu'elle connaît pas, qu'elle découvre, ouais. elle découvre tout. Elle découvre le mari, la belle-sœur, la belle-mère, elle découvre tout le monde C'est un le même choc. jour.
Ah, c'est un choc, hein. C'est un choc. Ma mère, quand elle me la raconte, on dirait qu'elle a été choquée. Bah, c'est normal, hein. Elle a plus de 70 ans. C'est un choc pour elle. Ouais, Voilà. Bah, et c'était comme ça. Bah, on n'y pouvait rien. Voilà. Et c'est vrai. Et quand le mari sort et tout, déjà rien que le fait qu'ils sont derrière la porte, je comprends pourquoi des fois le mari n'arrive pas parce que bah, et le stress. ils sont derrière, il Vite, entend, vite, il les vite. entend parler. Ça veut dire il faut que ça soit fait dans le silence. C'est ça. Attends, silence. Et si ça dure longtemps, ah, c'est Ah, mais suspect. c'est vrai que ça dure longtemps. Ça, en tant que, ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça se passe bien là-dedans. C'est bien. Voilà. Donc, voilà, une parenthèse sur bah, la femme hein, qui devait absolument Ouais, être chaste et vierge et bonne à marier. Voilà. ouais, ouais. Mhm. Donc, là, j'ai parlé du mariage de mes parents, en général, dans la société, à l'époque de mes parents, quand ils se sont mariés. Alors, comme j'ai expliqué, la famille de mon père et la famille de ma mère, c'était des contrastes. La famille de mon père était bah, elle était ouverte. Hein. Ça veut pas dire ouverte, veut dire intellectuelle ou bah, il pouvait être ouvert, être dans la superstition, être, je sais pas, c'est pas être ouvert, être émancipé. Ça veut dire que la religion n'avait pas beaucoup d'impact sur eux. Et le côté de mon père, de ma mère, je peux pas dire aussi que c'est l'islam, mais c'est plutôt le patriarcat. C'est le père qui décidait de tout. Ils avaient peur de lui, mais une peur. Bah, il était violent, bien sûr. Et je vais quand même raconter une petite anecdote. Hein. Donc, et même deux. Donc, quand ils avaient un poste radio. Donc, quand il était pas là, il était au travail, donc il mettait la musique, donc ils ouvraient une fenêtre vers le monde extérieur. Et, euh, et quand il arrivait, donc à cette époque-là, il avait genre de mobilette ou moto, je sais pas quoi. Donc, du coin de la rue, ils entendent le bruit. Donc, ils ont développé comment on va dire, de survie. Hein. Donc, ils avaient l'audition il fallait il y avait la musique, mais ils entendaient quand même le grand-père arrivait au bout de la rue qui était assez loin. Donc tout le monde, branle-bas de combat, on éteint la radio, taf, tout le monde est paf, prêt à recevoir comment dire, le père. Ma grand-mère n'avait pas à dire quoi que ce soit. Il fallait que le repas soit prêt à midi une. Elle reçoit les remontrances, soit des insultes, soit toujours dégradé. Voilà, la femme était et et aussi une autre anecdote pour montrer que aussi euh, les jeunes quand ils ont eu accès à l'école, ils ont beaucoup évolué par rapport aux parents. Donc c'est pour ça que il se trouve entre les parents et les enfants que genre de une confrontation en fin de compte hein, entre la tradition et l'émancipation. Donc je me rappelle très bien que mon grand-père s'asseyait par terre, hein, tu sais, sur un haf, je sais pas comment on appelait ça, genre de un tapis, hein, et il avait le sni par terre. Hein. Sni veut dire un plateau comme ça avec des pieds. Et il mangeait là. Et un jour, il est parti pour se soigner en France chez sa fille. Et il est resté un peu. Et bon, je fais des allers-retours dans le temps. Hein. Et moi, j'étais chez mes grands-parents. Ils avaient dans une autre pièce une belle salle à manger avec une table. J'ai toujours dit, mais pourquoi vous la mettez pas là et tout le monde ça. Non, ton grand-père, il aime pas. Quand même, je l'ai fait. Je me suis fait aider et je l'ai mis là. Et j'ai dit bon, on va le mettre devant le fait accompli. Il est arrivé, il a vu ça, il aura coupé les vivres pendant 2 semaines. Oh, Pas, ah ouais. il faisait plus le mal parce que ma grand-mère. Heureusement que mes dernières tantes travaillaient et c'est eux qui, pendant 2 semaines. Alors eux, ils mangeaient sur la table et lui, il mangeait en bas. Tu vois, il mettait son truc là et il mangeait.
jusqu'à 1 ou 2 mois après, et il a accepté la taille. Et après, il disait, oh, c'est confortable, hein, tu vois, des fois, il faut Oui, un peu forcer les choses. Et ma oui, grand-mère, elle m'a dit, ah, tu vas me ramener les histoires. Je lui dis, si vous essayez pas, vous allez toujours rester à manger par terre, alors que tout le monde maintenant, il a des chaises. C'est pour ça qu'il y avait une grande, grande différence entre la famille de mon père et la famille oui, de ma grand-mère, de ma mère. Donc, quand mon père s'est marié avec je reviens au haïk là, parce que je me suis arrêtée là. Donc, ma mère, quand elle est venue dans la famille de mon père, oui, voilà, elle était avec un haïk. Et mon père, il était très ouvert. Il sortait, vraiment, il a bourlingué, lui. Donc, il lui a enlevé le haïk, il l'a mis en jean, elle mettait les jupes, voilà. Donc, paradoxalement, ma grand-mère paternelle, c'est elle qui lui a appris à marcher avec des talons, des chaussures à talons. Parce oui, qu'elle n'en a jamais mis, donc elle faisait des accords, comme le casting là, des top modèles, redresse-toi. Voilà. Donc elle a appris à s'émanciper, si on peut dire que c'est une forme d'émancipation. Mais le pire, c'est que quand ils allaient chez le grand-père, elle mettait quelque chose sur ses habits parce qu'elle avait peur de lui, qu'il la voit comme oui, ça, il va dire perverti ma fille et tout. Voilà. Donc mon père était très ouvert sur ce côté-là. La religion n'avait pas beaucoup d'impact, à part il buvait. Oui, je sais pas ça. Il a beaucoup bu dans sa vie. Et quand le Ramadan arrivait, le premier jour du Ramadan, il buvait pas jusqu'au dernier jour du Ramadan, mais vraiment pas une goutte. Et le premier jour de l'Aïd, il a son verre de vin devant lui. Voilà. C'était paradoxal, mais c'était comme ça. C'était donc ça, c'est rien que pour parler un peu de l'islam en général, comment c'était à cette époque-là. C'était pas, c'est vraiment traditionnel et chacun le pratiquait. Ce qui était bien à cette époque, personne ne jugeait personne. Personne ne jugeait personne. Euh, il y avait des femmes qui sortaient en mini-jupe, en jean. Il y avait des femmes qui sortaient en haïk. Il y avait pas de jugement. Dans les mêmes familles, il y avait le haïk, il y avait la mini-jupe. Il y avait pas de jugement. C'était vraiment, beaucoup disent que c'était une belle époque. ah oui, oui, j'ai vécu aussi la même Voilà. chose, hein. Voilà. Avant les années 90, c'était très bien, hein. Oui. Ouais. Alors, mon père, c'est vrai qu'il était ouvert et tout, mais c'était quand même, il était autoritaire, hein. Il était autoritaire. Moi, j'ai jamais vu frapper ma mère, mais ma mère, elle m'a dit qu'elle a eu quelques quand ils étaient jeunes, mais après, parce qu'ils se sont mariés très jeunes. Lui, elle 16 ans et lui il avait 50 de plus. Oui, Et ils nous ont eu très très jeunes, nous, voilà, ben, tu vois, 16 ans, 18 ans, hein, quand elle avait 18 ans, elle m'a eu. Donc, les enfants, c'était problématique dans le sens que, ils étaient très aimants, mais mon père était un peu violent. Mais d'un côté, il était ouvert. Ma mère portait ce qu'elle oui, voulait, elle se maquillait, elle sortait, on allait à la plage. Vraiment, on vivait, comme on dit en Algérie, ils nous disent toujours que vous viviez à la française. Ben, on vivait tout simplement. oui, oui. Voilà. Donc comme quand je raconte ça, on voit bien que l'islam, il est où? Il est où? Il Il est où? est où? C'est vrai, Pas à cette touché. époque, à cette époque-là, l'islam, il y avait des gens qui allaient au Jumu'ah et d'autres pas. Il y avait que le Ramadan où les gens le faisaient ou le faisaient pas, mais on ne voyait pas. Vous voyez, voilà, peut-être. Ouais, ouais. Voilà, c'était sûr. Donc, on peut parler aussi de certaines pratiques, par exemple le Hajj. Avant, quand la personne qui pouvait se permettre, en général, c'était les personnes aisées hein, qui allaient au Hajj, hein, à cette époque-là. Donc, quand ils allaient au Hajj, alors le Hajj, normalement, c'est le recueillement, c'est les versets de Coran. À cette époque-là, c'était
bah, je sais pas ce qui se passait au Hajj là-bas, je peux pas savoir. Mais au retour, alors il y avait un grand convoi qui attendait le Hajj qui venait. Alors c'était la musique, c'était la fourgonnette avec, je sais pas si c'était pareil, c'était le raïta, qarqabo, tu Oui, vois oui. de quoi je Ah, je parle. me rappelle. Donc c'était Ouais, les je suis groupes aussi de la de région. musique avec les trompettes, les tambours, la derbouka, les voilà. Ouais, Alors ouais. c'était le you-you, il est arrivé, on dirait un marié, hein, le you-you, donc on partait. Après, quand ils arrivaient, ils faisaient le grand repas. Et le soir, normalement, si on compare hier et avant, comme ma mère me disait toujours, les gens étaient naïfs, étaient, ils vivaient leur vie telle qu'ils la connaissaient. Donc, nous, à Oran, il y avait certains folklores à nous. C'était le Medehet. Je sais pas si tu connais. Je connais, oui. Et elle me dit, le Alors, soir, c'était le Medehet, les femmes en train de danser, voilà. Voilà comment était, si je peux dire, un islam folklorique. Voilà, ouais. voilà, à cette époque-là. Et si on peut dire, avec le temps, comment ça a évolué, je pense pas que ça a évolué dans le bon sens. Mon père, on peut dire, il n'a pas fait beaucoup la prière, hein. Il a fait des essais, il est parti au Jumu'ah. Et il revenait un peu exaspéré. Il dit que les gens poussent pour être au premier rang, pour avoir le maximum de hasanat, tu vois. Et il était Oui, toujours dans la critique entre comment dire, la foi et le comportement. oui, oui. Donc, il n'aimait pas aller à la mosquée à cause du comportement des fidèles. Hein, et attention d'avoir des chaussures de marque et tout. Il faut les mettre à côté, hein, parce que tu te retrouves pieds nus rentré à la maison. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Moi, voilà, maman, je suis une fille Que ce soit d'Oran, là-bas, oui. voilà, d'un quartier populaire et je peux raconter des choses. Hein. Donc, mon père n'aimait pas ça. Il était tout, peut-être il avait plein de défauts, mais il n'était pas hypocrite et il n'arrivait pas à admettre cela. Pour lui, il allait à la mosquée, c'est comme un fantasme. Dans sa tête, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde sent bon. Et là, quand il se confronte à la réalité, il dit ça, c'est pas pour moi. Ah, bah oui, oui. Voilà. Alors, on peut dire que la première personne qui a vraiment commencé à prier dans notre famille, bon, les grands-parents, oui, certainement, mais c'était vraiment un peu plus. Mais bon, le hijab, c'était quelque chose c'est pas qu'on n'entendait pas, mais c'était pas un truc qui était pour nous. Donc, c'est après l'accouchement de mon dernier frère, ma mère a commencé vraiment à prier, essayer de prier dans les temps et voilà, et faire les doigts. Elle passait plus son temps, elle passe jusqu'à présent, hein, elle passe plus son temps à faire le doigt après la prière que faire la prière elle-même. Voilà. Donc, ça n'empêchait pas qu'on allait à la plage. Voyez, il y avait ça, il y a comment dire, ce paradoxe dans notre famille à nous. Hein. Donc ça, c'est l'islam de mes parents. Alors moi, quand j'ai été confrontée à la religion, alors moi, j'ai vécu dans une famille ouverte. On a été éduqués pareil, les filles et les garçons, il n'y avait pas de différence, ni dans l'affection, ni dans rien du tout, sauf pour le ménage. Le ménage, c'était pour nous, les filles. Mais à Ouais, part ça, j'ai pas vu de différence. Euh, Bon, c'est quand même une différence, mais là-bas, c'était comme ça. C'était les filles. Mais il y avait des familles où la fille était l'esclave du père et des frères. oui, oui. Mon père, il me parlait, malgré qu'il était ouvert, il était tout ça, mais quand il était jeune, il vivait, et surtout si c'était lui qui travaillait et qui rentrait, les filles, elle le servait, lui, il faisait rien. Bah, rien du tout.
c'était les femmes, la mère et les filles. Bah, s'il a des sœurs, et après c'est l'épouse. Mais avec nous, non. Les filles, non, on n'était pas comme ça. Quand on servait, ça fait tout le monde, et voilà. Mais pour le ménage, c'est vrai que c'était fait pour les filles. Mais à part ça, on était pareil, hein, dans l'éducation. Donc c'est pour ça que moi, les premiers trucs de la religion, de l'islam, je les ai sentis euh, quand j'étais au collège. Oui. Alors, quand au collège, j'étais très 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 bonne élève, même très très. Donc j'aimais toutes les matières, un peu moins l'arabe et l'éducation islamique. J'aimais les maths, le dessin, tout, 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 tout. Et Oui. particulièrement le français. Parce que le français, peut-être à l'époque quand on regardait la télé, on avait une seule chaîne, un seul canal, et il y avait les films étaient en français, n'étaient pas Oui, en arabe. oui, je me rappelle. Oui, Les tout à films fait. étaient tout était en français, sauf bien Oui. sûr les films les feuilletons égyptiens que j'ai suivis moi aussi, et ça m'a servi l'égyptien. Maintenant, quand j'entends quelqu'un parler égyptien, je comprends parfaitement ce qu'il dit. C'est grâce aux Oui, séries et feuilletons égyptiens. oui, pareil. Et Oui. personnellement, ma première culture, les cultures que la chaîne algérienne à cette époque-là, elle était très très diversifiée. Il y avait pas il y avait les films, il y avait des documents, j'ai appris beaucoup de choses de la télé. Parce que moi, j'avais du mal à lire, mais j'avais une mémoire auditive. Mais voilà, donc j'ai appris tout, presque toute ma culture venait de la télévision. Et je me rappelle à l'époque, parce que le week-end était un peu différent de maintenant, c'était jeudi, vendredi, et chaque vendredi, ils mettaient un film sur la mythologie, sur et j'entendais des gens dire film le coffre. Et ça m'a, je comprenais pas. Pour moi, c'est un film, ça voulait rien dire. Mais ouais, j'entendais, aujourd'hui il y a film le coffre. Et c'est que après, hein, quand le cerveau enregistre, et c'est des pièces de puzzle qu'on met l'un dans l'autre, et après on voit l'étendue de la chose. Oui. Ouais. Donc, au collège, ça s'est très bien passé jusqu'en quatrième. J'avais en arabe, et c'est lui qui faisait l'éducation islamique. J'avais un barbu, si je peux pas appeler ça comme ça, hein, un religieux, un barbu, voilà, qui faisait l'arabe. Et on voyait bien, et là j'ai compris que ces gens-là, parce que moi, pour moi, c'était pas, je sais pas, on vivait, c'est que après on comprend les choses. Ils faisaient la différence entre les filles qui étaient voilées et les filles qui n'étaient pas. Ils leur parlaient. Et moi, on me dirait que j'étais là, mais j'étais pas là. Jusqu'au jour, un jour, je me rappelle ça comme si c'était non, comme si c'était aujourd'hui. Il nous remettait nos copies, hein, nos copies par ordre croissant, de la plus mauvaise note jusqu'à la meilleure note. C'était l'arabe, hein. Et voilà, un tel, tiens ta feuille, un tel, tiens ta feuille. Et il est arrivé à la dernière feuille, qui était la mienne. Je me rappelle très bien, j'avais 16 et demi. Et, et moi, j'aimais bien rester toujours dans la première table. Donc, il était debout à côté de moi, comme si j'étais une existence, ne me regardait même pas. Et il dit, c'est qui un tel? J'ai dit, c'est moi. Il m'a regardé, et puis il a regardé la feuille, et puis il me regardait, et puis il me dit, c'est toi un tel? J'ai dit, oui, c'est moi un tel. Il me donne la feuille. Voilà. Comment toi, pour lui, je suis mécréante, je ne sais pas comment il me regardait parce que j'avais pas le voile, j'avais pas. Comment toi, en arabe, tu as ses ennemis? Tu vois ce que je veux dire? Il Oui, mettait oui. comme si le fait que être voilé, ça donnait plus de légitimité à être mieux en arabe, ou mieux Oui. en voilà. Voilà. Déjà, ça commençait ces petites choses-là, par-ci, par-là. Et aussi, une fois, j'ai été
il m'a mis dehors, hein, il m'a mis dehors en éducation islamique. Moi, bon, l'arabe, ok, j'étais bonne en arabe, dans la langue, littérature, mais les versets de Coran et trucs, bah, je les apprenais bêtement, comme j'apprenais. Non, mais j'avais plus de plaisir à apprendre une poésie parce que je trouvais ça beau que ben, un verset de Coran, parce que sinon, à l'époque, on nous frappait hein, si on le récitait pas bien. Et on avait une note aussi. Et à un moment, le fameux verset, Az-zani wa az-zaniya yajliduhum nanani nanana, bah, je l'avais appris le truc. Et bah, j'ai levé le doigt, il m'a dit oui. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est zani ou zani? Ben oui, c'est Je savais logique. pas. Mais Ah franchement, oui, je ne savais pas. Et comme oui. d'un coup, tout le monde m'a regardé. Tout le monde s'est retourné, m'a regardé. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit qu'est-ce que c'est zani ou zania? Il m'a dit prends tes affaires et sors Et dehors. dégage. Et gars, voilà. C'est juste une question. Hein. Et c'est que après, dans la cour, ils commençaient à rigoler. Il y avait les camarades. Tu sais pas ce que c'est zani ou zania? Ils m'ont expliqué. Ah, c'est ça. Mais bah, voilà. Oui. Ah non, Voilà, c'est pour nos auditeurs, Zani ou Zania, c'est le fornicateur, la fornicatrice. voilà, dans le verset, ils disent que le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter sans coup, sans coup de fouet, voilà. Et moi, ben, je savais pas ce que c'était Azani ou Zania. C'est pour ça que j'ai posé bêtement cette question, comme ben une élève hein, qui pose une question. Qu'est-ce que c'est que ça ou voilà. Oui, Non, oui. alors que il est en éducation islamique, il devait, parce que je pense que le fait de poser cette question, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, et qu'il devait bien me l'expliquer, et peut-être qu'en me l'expliquant bien, je commencerai à me poser des questions. Oui. Bah, je sais pas, ça c'est une interprétation, alors je sais pas si vraiment. Non, mais comme ils ont un esprit un peu pervers, ces gens-là, Oui, moi, voilà, à mon avis, ils pensaient que c'était une moquerie. Tu savais ce que c'était, mais tu oui. voulais aborder le sujet Ah, pour les autres, voilà, oui. quoi. Moi j'ai pas vu ça comme C'était ça. Moi j'ai vu. dévergondé, quoi. Voilà. Voilà, une dévergondée qui veut me mettre un peu mal à l'aise, hein, parce que pour expliquer ça, il faut expliquer devant tout le monde. Oui, bah, ah ben non, c'était pas ça, c'est vraiment une question. Je posais beaucoup de questions hein, à l'époque. Je posais beaucoup de questions, beaucoup même. Ouais. Mais puisque moi, dans ma famille, j'étais pas impactée par l'islam, donc Oui. voilà, c'est que après je commençais à étudier l'islam et c'est là que je me posais des questions quand j'ai commencé à étudier. Moi, toute ma vie, j'ai pas lu le Coran. Jusqu'un jour. On reviendra dessus. Oui, Jamais. oui. Alors, depuis que je suis jeune, j'ai entendu plein de choses. La femme ceci, la femme cela, euh, plein de choses. Et sur le prophète aussi, on nous apprenait qu'il était tout beau, tout gentil. On nous parlait de l'histoire du hadith du juif là qui lui faisait des crasses et que lui il allait le voir et que plein de petites choses comme ça. Mais vrai sur pareil, hein, je pense que on dirait que ces gens-là qui nous apprennent ça, qui sont sortis de la même école pour nous apprendre ça, pour nous anesthésier, pour pas poser trop de Oui. questions. Voilà. C'est le cas Donc d'ailleurs. C'est le cas. ah, ouais, oui. Donc, voilà, mais des hadiths, tout le monde disait hadith, 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 hadith. Et moi, bah, je prenais ça comme vérité. Hein. Je n'avais aucun moyen de vérifier, je n'avais aucun moyen de. À l'époque, on n'avait pas maintenant les fameux livres là pour voir les tafsirs, les ceci, c'était des trucs chers, c'est des je ne pense pas que c'était à la portée de tout le monde. Voilà, Oui, à la non, non, portée de tout c'est le pas le monde. cas. Voilà. Et moi-même, je pouvais pas. Parce que si je dois aller à la mosquée, il faut que je change mes habitudes pour aller voir. Et est-ce qu'ils vont me les donner? Mais ça m'effleurait même pas, ça m'effleurait même. On avait une vie parallèle à l'islam,
Mais l'islam, il sort des fois, c'est comme tu marches dans un chemin et il y a un fantôme qui sort comme ça. Ouh, il te fait ça et tu as peur. Voilà. Oui, Parce que tu c'est es là, exactement ça. tu vis ta vie, bah, il dit, oh, c'est haram. Tu dis, oh, c'est haram. Bah, c'est un peu ça. Oui. Moi, le haram, le halal, c'est pas vraiment. C'était plutôt à l'université que j'ai vécu ça. Mais là, c'était quand même bon enfant. C'était un peu les profs. Ça dépend à qui on a affaire, comme ici, à ce professeur. Moi, je peux dire professeur, voilà. Là, c'était un peu l'école. Je vais revenir un petit peu sur nous parce qu'avant, on n'habitait pas ce quartier qui est un quartier très populaire. Donc, on habitait dans un autre quartier. Et quand on a emménagé, donc le quartier au milieu, il n'y avait pas beaucoup de familles comme nous très ouvertes. Il y en avait, mais ça se comptait sur les bouts des doigts. Mais il y avait beaucoup de familles traditionnelles. Je peux pas dire religieuses, mais je dirais traditionnelles où c'est le mari, c'est lui, la femme, elle sortait toujours avec une djellaba, voilà. Voilà. Donc quand on est arrivé et nous on est arrivé, on a fait un peu contraste avec le quartier, notre façon de s'habiller. Nous chaque week-end il y avait la musique à la maison, il y avait mes oncles, mes tantes, les cousins de ma mère, parce qu'on peut dire que c'était la maison de l'émancipation. Donc, ils venaient, c'était la fête, mais tous les jours, pas tous les jours, les week-ends. Les week-ends, il y avait toujours quelque chose. La musique à fond, on dansait, il y avait des rires, il y avait, voilà, l'islam pour nous, bah, pour l'instant, c'était qu'une ombre comme ça, mais qui ne s'est pas encore abattue sur nous. Donc, comme la première personne qui commençait vraiment à prier et tout, c'était ma mère. Moi, franchement, j'ai fait une petite tentative, une toute petite. Hein. Ça a duré combien 15 je vais une demi-heure. Je fais des ablutions. Parce qu'on m'a appris la prière, j'ai dit allez, on va prier. J'ai prié. Bon, j'ai eu un prout. Comme beaucoup d'ailleurs. Je C'est pense, vrai, hein, quand je tu te pense baisses. que j'ai mangé de la loubia. C'est des haricots blancs. Tu me Attends, rappelles des souvenirs. mais tu vois, Moi, j'ai beaucoup d'oubli à la Baoubed. j'ai fait un prout. Alors, je suis allée refaire mes ablutions. Malheureusement, deuxième tentative, deuxième prout. Au bout du troisième ou quatrième prout, j'ai et depuis j'ai pas prié jusqu'à la vingtaine passée. Bon, voilà l'islam à cette époque-là. Après, il y a eu alors bon, parce que c'est vrai que moi j'ai vécu toute la transition là. Le lycée, moi c'était normal, il y avait pas grand-chose à dire. À part nous, tout se faisait caché. Hein. Je nie pas que j'ai eu des copains, mais malgré que mon père était ouvert, c'était pas quelque chose le quartier, il faut pas qu'il sache, le papa, il faut pas qu'il sache. Tout se fait en cachette. Hein. On se fréquentait, on allait aux anniversaires, on disait que c'était l'anniversaire d'une fille alors que c'est l'anniversaire d'un garçon. Voilà, il y avait deux mondes qui se côtoyaient comme ça, et tout le monde, c'était normal. Où j'ai commencé vraiment à ressentir cette discrimination, parce qu'on parle beaucoup de discrimination des femmes voilées, mais moi je vais parler de la discrimination des femmes non voilées. Moi, après j'ai eu mon bac et je suis allée à l'université. L'université, la première année, on peut dire tant bien que mal, ça s'est très très bien passé. J'ai passé ma première haut la main, il y avait aucun problème. Ah, en deuxième année, j'ai eu la malchance dans un module très très important. Ça veut dire si on n'a pas la moyenne, c'est pénalisant. Tomber sur une personne religieuse. En plus que religieuse, c'était une personne un peu complexée parce que c'était un homme imberbe. Donc
je comprends un peu peut-être sa frustration. Je connais pas sa vie intime, mais je pense que ça a un impact sur. Et moi, comme j'ai toujours dit, j'étais très 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 bonne élève. Et et nous, on se mettait les étudiants, hein, on parlait, on rigolait. C'était bon enfant hein, sur la pelouse qui était en face des amphithéâtres. Je crois que ils nous regardaient. Hein, c'était comme un écran télé. Ils regardaient un peu la société, comment elle vivait. Donc, il y avait de tout, des femmes voilées, pas voilées, des personnes réservées, des personnes un peu extraverties. J'en faisais partie un peu, je rigolais, mais je travaillais bien à l'école. Moi, je faisais bien mon boulot, mais ma vie, ça ne pouvait être... c'était ma vie. Je n'aimais pas qu'on rentrait dans ma vie. C'était comme ça. Donc, il y a eu un moment, on est rentré dans l'amphithéâtre, voilà, et il commençait à nous faire un serment. Mais un serment qui n'avait rien à voir. Déjà, c'est une matière scientifique. Et il commençait à parler, un nani, un nana, qu'il y avait des personnes pas éduquées, ils rigolent, ils nani, pas voilées. Donc, ça ne pouvait être que nous, les quelques filles. Parce que le voile on commençait à voir, mais un voile normal, hein, on ne parle pas de la toile de tente là, ambulante. Oui. Mon père, il les appelait les 404 bâchés. Mon père n'aimait pas du tout non plus, hein. Ça a commencé dans les années Mon père les 85. appelait les 404 bâchés. Oui, Voilà. oui. Et voilà, j'ai été confrontée à ça. Alors, et le pire, c'est que un jour, on a fait notre épreuve. J'ai eu 8, alors que je savais que je devais avoir 15 ou 16. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai pris mon brouillon, je l'ai emmené au responsable TD, c'était un jeune, et je lui ai fait recorriger. Il m'a dit, tu as 15-16, pas moi. Mais je lui ai dit, j'ai 8. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai dit, peut-être qu'il a oublié de corriger une feuille ou pas. Des fois, peut-être, parce que j'avais mis plusieurs. Donc, je suis allée le voir, le monsieur, et je lui ai dit, je pense que vous êtes trompé, parce que j'ai plus que 8. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Je peux voir ma feuille? Il m'a dit, non. Et jamais j'ai vu ma feuille, et j'ai eu mon 8. Et ça a commencé comme ça. Alors, sans encore parler de harcèlement, bon, je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça c'est pas l'islam, hein, c'est les hommes. Hein. Mais je pense que l'islam il y a la frustration aussi. Hein. Il y a la frustration qui font que j'étais énormément harcelée, mais harcelée à mort. Alors, ça, c'est les premiers. Voilà, je commençais à être confrontée à le fait que tu pratiques pas. C'est même pas le pratique parce qu'il sait pas si je pratique ou pas. C'est le fait de ne pas être voilée. Et c'est là où je commençais à être discriminée. Alors qu'avant, c'était pas vraiment flagrant. C'était rien qu'avec le prof du collège, là, où il trouvait pour lui indécent qu'une personne qui n'est pas voilée, qui soit bonne en arabe. Voilà, je pense que c'était sa vision des choses. Donc, ça, c'est l'université, Et maintenant, on va parler un peu dehors de l'université. Pour aller de la maison, que ça soit au lycée avant, parce que le collège et l'école, c'était à proximité de la maison, mais je devais traverser la ville pour aller au lycée où j'étais, et, et aussi pour aller à l'université. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vécu dans les... J'ai été pincée. J'ai été, je sais pas comment, on m'a donné des tapes dans les fesses. Une fois, j'ai trouvé du sperme sur ma robe. Ben, je pourrais faire un livre sur ça, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, la vie d'une femme en Algérie, je sais pas pour les voilés, je peux pas, comment dire, témoigner à leur place. Mais Ah, moi les qui volets, n'étais c'était pareil, hein. Moi, j'ai vécu voilà, la même chose hein, dans le oui. transport. Bon, ça n'a pas été jusqu'au sperme, mais Une fois, c'était moi, collé, collé, collé. On mettait vraiment, nos coudes. allez, on mettait les coudes, le sac, ça, Le sac, tout. voilà. Oui, Mais oui. on était obligés parce que j'étais obligée d'aller, surtout le lycée. On était bondés.
et tu sais pas, et tu restes comme ça. Et des fois, entre nous filles, on fait comme, je sais pas moi, comme les dessins animés là qui mettent leur force en commun pour faire comme une carapace. Oui, oui. On se Non, met mais tous c'est grave, ensemble et hein. on met les sacs pour nous protéger. Et des fois, comment dire, des garçons amis qui font le mur de protection. Mais c'était abusé, hein. C'était abusé. Oui, Mais oui, non, c'était mais trop. Alors, nous mais aussi, mais moi, j'ai assisté à un truc. Non, je n'ai pas assisté. Plutôt une personne qui portait le haïk, mhm. qui a eu aussi ça. Pourtant, une Ah, femme mariée. bah, ouais, ouais, ouais. Quelqu'un l'a collé, bah, il y avait du sperme derrière elle, la Alors, pauvre. et ce jour-là, je me rappelle très bien, j'avais une jolie robe et tout, j'étais toute contente de ma robe et tout. Et le problème, le bus, c'était un bus accordéon. C'était un grand bus où il y avait comme un accordéon au milieu, un grand bus. Et Oui. franchement, il n'était pas bandé. C'est ça quand je suis sortie et j'ai mis ma main, j'ai vu, c'est quoi ça? Je suis allée, mais je comprenais pas comment il a pu faire. Il avait un truc télescopique, c'est pas possible. Comment il a pu le sortir? En plus, et personne l'a vu, Il m'a personne dit, n'a. écoute, mais, C'est mais grave, hein? alors, c'était pas bandé. Donc, moi, on est toujours comment dire, en alerte quand on sort. On est toujours en alerte, nous, les filles. Oui, oui. Donc, voilà, mais j'ai tourné ça de toutes les manières possibles c'est à quel moment ça s'est passé, j'ai jamais trouvé, jusqu'à présent. Bon, Ouais. ça fait partie des. Une fois, je passais dans une grande avenue, hein, où il y avait, tu sais, un café, et ils mettaient il y avait un large trottoir. Ils mettaient les tables de part et d'autre de ce trottoir, et il y avait vraiment un bon passage entre les tables. Donc tu risques pas de. Donc je passais, j'arrivais presque au bout. On m'a pincé. On m'a pincé et je me suis retournée vite fait pour voir qui c'est. Tout le monde était assis en train de boire son café comme si rien n'était. J'ai jamais su qui c'était. Ouais. Pour rien que dire que voilà. Alors moi je peux jamais témoigner pour les femmes voilées, je sais pas. Mais moi personnellement, est-ce que c'était parce que j'étais tout simplement une femme ou est-ce que parce que j'étais une femme non voilée, ça je peux pas l'affirmer. Il y avait aussi la fameuse Mdine Jdida. Je sais pas si Ah tu oui, connais. oh là là, j'y allais même pas. Parce que moi, c'était tellement traumatisant, Ouais, tout ça. Donc, j'évitais de sortir, en fait. Je sortais ouais, que pour l'école. Ouais. voilà. Et ça, et des choses comme ça mais se sont arrivées au mois du Ramadan. Ouais. C'est fou, des choses dans le genre. Voilà, dans le genre, pincer, coller. Le mois de Ramadan, c'est vrai que c'est bandé de gens. Là, je vais au marché et tout, mais j'ai pas jamais quelqu'un m'a fait quelque chose. Je dis pas qu'il y a pas des pervers ici, hein, mais là-bas, comment dire, le taux est bien, bien élevé. Je vais quand même parler de deux autres anecdotes pour rien que voir Oui, la vie de femme là-bas. oui. Alors, une autre oh là, je l'avais là. Ah, la plage. Ah, oui. Heureusement que je sais nager. Il faut dire ce qu'il en est. Parler. Avant, tout le monde était en maillot. Arrêtez de dire que les gens étaient en maillot. Une pièce, deux pièces. Les gens étaient. Je parle d'Oran. Hein, je parle où j'ai évolué. Tout le monde était en maillot. Il y avait pas de souci pour ça. La religion, elle va impacter même la plage après. Donc, là, une fois, on s'est éloigné d'Oran. On est parti à. Alors, comment ça s'appelle non, pas Christelle. Bon, une plage loin, dans une commune un peu plus loin. Peut-être que là-bas, le fait que tu t'éloignes de la grande ville, la frustration des hommes encore plus. Et quand je Oui. dis plus, Oui. plus. Donc moi, avec mes deux pièces, qui arrivent dans cette plage et qui rentrent comme alerte à Malibu, je J'imagine la scène. et moi, toujours, je nage très, très loin pour éviter des désagréments. Et Oui. je t'assure,
Tu connais les piranhas? Je sais pas combien ils étaient. Oui, Et oui. le problème, c'est que la mer était un peu agitée. Si elle était moins agitée, j'étais moins traumatisée. Ils se sont rués derrière moi et tout le monde commençait à me pincer. S'ils étaient 5 ou 6 ou 7 ou 8, je ne savais pas. Et le problème, à chaque fois que j'essayais de m'échapper, je buvais la tasse. Oui. Et il y a un moment, les personnes avec qui j'étais avec mon oncle, sa femme, des personnes, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas, ils sont rentrés venus me chercher. J'étais presque noyée. Rien que pour vous dire, j'allais être noyée par des hommes. Et ça, je m'en rappelle. Voilà. Ça, c'est les anecdotes comment dire, de la femme en Algérie. Moi, il y a aussi un truc, j'aimais bien m'habiller, j'étais toujours bien habillée. Comment dire, je m'en foutais un peu. J'ai choisi un mode de vie. C'est vrai qu'il fallait le payer cher. Donc, je me mettais comme des œillères, des boules qui est. Et alors, les garçons qui te draguent et quand tu donnes pas Oui, suite, après, on t'insulte. oui, On oui. t'insulte. J'ai eu la Ah même ouais, chose. Oui, oui. les insultes et ceci et cela. Et maintenant, je vais raconter la première fois où je suis allée travailler. Alors, j'étais prof d'une matière scientifique. On m'a affectée. J'habitais Oran. Je vais pas dire les endroits parce que je crois que j'ai, comment dire, pas traumatisé, non, c'est pas marqué les esprits. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, j'ai été affectée dans une commune un peu loin de ma ville. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir un ovni pareil. Donc, avec mon jean, ma queue de cheval sur le côté et tout, professeur, là. Alors, le matin, quand j'arrivais, il y avait les petits dans la place du village. Les grands, ils étaient au collège. Mais les petits, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les petits? Ils me, ils me prenaient les cailloux, ils me les jetaient. Une lapidation, je peux dire. Heureusement que c'est pas des gros cailloux. Ils me lançaient des cailloux. Et moi, je courais tous les jours. Tu sais, quand Oui, oui. je guettais où ils sont les petits marmots là. Et à chaque fois, je me prenais des pierres pendant des mois et des mois. Jusqu'à ce que les frères et sœurs qui étaient au collège, qui étaient certainement leurs frères et sœurs, ils ont dit, ah, elle est gentille, elle est ouverte, donc ils commençaient à m'apprécier. Et c'est que à ce moment-là où ça a cessé ma lapidation publique. Oh là là, ma pauvre. Non, Ben, non, tu non, sais que non. moi, j'ai eu une histoire pareille, mais je dis pas la ville non plus. J'étais jeune, hein, j'étais adolescente, 13-14 ans, j'ai été chez ma grand-mère. J'allais rarement chez elle. Et Hum. j'ai eu la même chose, des gamins qui Quand m'ont je t'ai dit, lapidée. voilà, Ouais, voilà. ouais. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir une D'habitude, fille oui. non voilée. Bon, Et puis, les filles sortaient pas beaucoup, en fait. ouais. Et on peut dire peut-être que l'islam, il est dans l'ADN aussi, hein. Oui, oui, je pense que Parce que là, avant même, les oui, petits, ouais, ce qui est lapidé dans c'est le shaitan dans la Mecque. Donc pour eux, c'est un shaitan qui passe et il faut le lapider. Moi, je vois que ça, hein. Donc ça ne peut être inscrit que dans l'ADN parce que tu vas pas me dire que les petits de 3 ans ou 4 ans ils savent ça. Je pense pas. mais tu sais, avant même l'islam, c'était comme tu as dit tout à l'heure, c'était une société patriarcale. Moi, je Patriarcal, sais voilà. que ma grand-mère, ma grand-mère qui n'avait jamais prié, hein, qui n'était pas vraiment Mmh. de l'islam, elle me disait qu'en fait, à chaque fois, elle me faisait la leçon, oui, attention à ta virginité, etc. Oui. Nous, dans le temps, quand une fille n'était pas vierge, on lui rasait le crâne devant Oh, tout le monde, oui, en public. oui, il y Oui, avait comment on appelle ça? Il y avait un châtiment, hein. C'est pour ça oui, que je t'ai dit, quand je parlais du gynécologue là qui donne le bonbon et que la pauvre, elle a la culotte baissée, déjà il commence à la taper, hein.
Elle a Oui, tapé et elle est traînée par le... Parce que ma mère m'a raconté des choses. Hein. Là, j'ai parlé que... on peut dire que ça s'est bien passé puisque oui, elle est traînée par les cheveux et on ne sait pas. Il y a des filles qui se font tuer par leur père et frères et sœurs, hein. Frères plutôt. Hein. oui, oui. Mhm. Ah oui, oui, oui. Ah, la virginité, c'était... oui, alors plus peut-être comment dire, l'époque de ma mère. Hein. Par contre, les hommes, les hommes, il n'y avait pas de virginité. Hein. Ah, les hommes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ouais. Alors moi, ce qui me chagrinait le plus, c'est, je dirais pas que c'est toujours l'islam, comme tu dis, c'est aussi ça vient du patriarcat. C'est le fait que, et particulièrement les hommes algériens, quand ils fréquentaient des filles, même si des filles de bonne famille, hein, c'est pas parce que il l'a fréquentée que c'est pas une fille de bonne famille. Mais quand il veut se marier, Oui, bah, ouais, souvent c'est la mère qui choisit pour lui. oui, À cette tout à époque, fait. c'était la maman qui choisit. Ou parce qu'il l'a fréquenté, il dit si elle m'a fréquenté, c'est qu'elle a fréquenté plusieurs. Donc il essaie toujours de prendre la vierge qui n'a jamais fréquenté, qui ceci, qui cela, et voilà. Ça, Oui, ça, c'est ça, je trouve ça dégueulasse parce que dans le sens que si on suivait même la religion, même le fornicateur, il faudrait pas. C'est normalement la même sanction, la même vis-à-vis de Dieu. Normalement, oui, ça devrait être pareil, fornicateur et fornicatrice. Ah non, oui, les fornicateurs. Après, peut-être, je sais pas s'ils se repentissent ou pas, mais la fille, non. La fille, non. La fille, c'est toujours non. Un grand non, non à tout. oui, Sauf à la soumission. Je pense que non, je pense pas. Et encore. Donc, c'est sûr. grosso modo, ma vie de femme est un peu quand est-ce que l'islam commençait à m'impacter directement. Donc vis-à-vis. Alors, c'est quand je connais quelqu'un, parce que je fréquentais, hein, je vais pas le nier. Dans tous mes, quand je me suis mariée, je me suis pas mariée, je n'ai pas été forcée. Je disais oui, je disais non. Donc sur ce plan-là, il y avait pas de souci. Je parle de moi personnellement. Quand je fréquentais quelqu'un, il était attiré par moi, par le physique, et tout, ils me disent oui, ils aiment bien ma façon de penser et tout et tout. Mais quand on veut franchir l'étape du mariage, Oui, la première chose qu'ils me demandent, et la seule chose que je pourrais jamais faire, c'est de me voiler. ah, oui, Voilà. oui, Et je te dis pas, mais c'est pas forcément des gens ignorants. Moi, j'y mets quand même des gens un peu des médecins, des trucs. Et ça revenait toujours que ok pour maintenant, mais après il faut que tu te voiles. Et ça, moi voiler, c'était pas question, pas question de pas question. oui, Donc voilà, voilà. Ah, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc un peu avant, on commençait à voir des femmes voilées en Algérie. On ne parle pas des femmes traditionnelles, la djellaba, le hayek. Ça fait partie de nos traditions, de notre folklore. C'est pas un problème, ça. Là, on commençait à voir un voile qu'on ne voyait pas avant. C'était le fameux, comme mon père disait, la 404 vacher, la tente, là, en bas. On parle pas du voile intégral, ça c'est après, hein. Et le truc là, mais vraiment, comment dire, je sais pas comment l'appeler, les premiers vraiment, les premiers hijabs qui c'était un peu rigoureux, mais pas le tchador. Hein. Donc ça oui, commençait à venir. Et maintenant, quand je fais, parce que après j'ai fait, comment dire, on essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Ça a un rapport avec l'Iran en fait, compte. Hein. oui, Ouais, ça a un rapport avec l'Iran. Même avec ma mère, j'ai essayé d'être sûre. Elle m'a dit oui, c'est à partir de la révolution islamique là-bas, on commençait à voir, il y a commencé à voir les prêches, les fameuses prêches. Donc, euh, il y a un truc aussi que je voulais. Alors, quand je parlais, quand j'étais jeune et même après, hein, les fameux hadiths, les fameux trucs, chacun disait, et tous y parlaient de. Alors, il y a, oui, la fameuse anecdote. Alors,
Je vais parler de nos voisins. On avait on a jusqu'à présent des voisins en Algérie. Bon, ça a changé, hein. Il y a des personnes qui sont plus là et qui ont déménagé. Donc, des voisins, étaient traditionnels et dont un qui faisait la prêche. Soi-disant, c'était, et le problème, il faisait sa prêche le soir. Il regroupait des jeunes. Il leur parlait de Rajul Salih. Ça veut dire l'homme Salih. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Euh, Rajul Salih. L'homme bien. Ouais, l'homme bon, en fait. L'homme bon Le, et honorable dans l'islam. ah Et le oui, problème, oui, c'est que il se mettait au-dessous de ma fenêtre avec ça parlait jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Et j'entendais ce qu'il disait. Mais vraiment. Et après, je leur sortais des versets de Coran, des trucs. Ben moi, quand ça, je tape pour me dire, allez, laissez-moi dormir, hein, allez prêcher ailleurs. Ça, c'est ce bonhomme-là. Ma mère, on en avait, comment dire, des relations de voisinage qui étaient très très bien, hein. Donc ma mère allait un peu chez eux, il l'invitait, nani, nana. Et je sais pas, un jour, elle est venue, on avait un chien, et on avait le chien qui protégeait, même le facteur, il avait peur de monter. Donc ma mère, quand elle allait chez eux, mais je sais pas ce qu'il y a, comme je dis, c'est par ma mère qu'est rentré l'islam, hein. Il faut toujours, il faille, hein. oui. Donc ma mère, donc je sais pas, on lui a dit, ah, tu fais la prière et tout. Tu sais que le chien, il va empêcher les anges de venir chez toi, et ta prière, elle est caduque parce que la prière, elle est portée par les anges jusqu'à Dieu. Et voilà, il commençait à lui dire ces mots-là, et on a adoré notre chien. Et elle commençait à dire à mon père, ma prière, je prie pour rien et tout. Et un jour, je reviens et je trouve pas le chien. Il est où? Il est où? Et ma mère m'a dit, ah, ton père l'a donné, il l'a emmené dans une ferme. J'ai dit, mais pourquoi? Et c'est là, elle m'a dit ça. J'ai pleuré parce que mon chien, notre chien. Et voilà. L'islam a commencé à creuser ses sillons, comme on dit. Oui. Donc, le chien. Alors, je vais aller plus loin pour ce chien. C'était bon. On a pleuré, on a fait notre deuil du chien. Un jour, moi, on me disait toujours Jnoun, mais Jnoun, Jnoun, Jnoun. Moi, je dis, tant que je l'ai pas vu quand j'étais un peu jeune, on parlait du Jnoun, de l'homme, moi, c'est drôle, la peur, j'ai pas vraiment peur de ça. Mais quand même, j'ai eu peur de quelque chose. Après, je vais le raconter. Donc, une fois, je me suis mis dans la salle de bain, devant le miroir, j'ai éteint la lumière, j'ai pris une bougie, et on m'a dit, c'est comme ça que tu invoques les genoux, ils vont sortir, ils vont te voir. Ben, j'ai dit, s'ils sont là, et comment, au moins qu'ils me parlent, comment dire, je viens en paix. Donc, je suis restée peut-être 2 heures à attendre un jeune, personne n'est venu, alors j'ai arrêté, j'ai dit, genoux, j'en veux pas. Ici, il n'y a pas. Voilà, ça, mais c'est vrai. Bah oui, Moi, je fais la méthode scientifique. Je bah teste, oui, tu expérimentes, mais tu as raison. j'expérimente. Alors, on Ouais. me disait toujours le fameux eau chaude dans le truc, et on me disait que il faut pas que tu te douches le soir. Oui, Il oui. faut pas que tu douches le soir parce que tu peux être tu es frappé par le djinn. Et moi, je travaillais toute la journée. On était nombreux dans la maison. Moi, le soir, quand tout le monde dort, je prenais une douche et personne va me taper dans la porte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Donc, je, je prenais ma douche le soir. Allez, si le jeune est là, il vient me voir. Donc, je prenais ma douche. Ça, c'est après un an, peut-être après ou 2 ans, après que le chien a disparu. Donc, je prenais ma douche, et il y a une fenêtre qui donne à l'extérieur comment dire, d'une courette, oui. Et je prenais ma douche, et d'un coup, j'ai levé le regard vers la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Je vois une personne en train de me scruter. Et je l'ai reconnu, hein, avec sa tête chauve.
c'était le bonhomme là qui faisait la prêche devant ma fenêtre. J'ai crié, tout le monde s'est levé. Mon père a couru, il a trouvé du sang parce que la personne je pense, était blessée. Et c'est là où on a barricadé toute la maison, même avec du fil barbelé. Donc rien que pour vous dire que le chien, dans l'histoire de l'islam, il doit avoir une histoire dans ce genre. Je suis presque sûre que le chien a gâché quelque chose et c'est pour ça qu'on l'a diabolisé. C'est pas possible. Alors moi, le fait que le chien n'avait pas, je me suis fait voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai jamais compris pourquoi le chien il est interdit. Et pourtant notre chien, il rentrait à la maison, il ressortait, mais il ne dormait pas dans la maison. Mais ils ont utilisé la religion. Ce bonhomme a étudié la religion pour sa perversité. Oui, bah, tu vois. Oui, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et c'est là, ces petits trucs, si on les imbrique un par un, qu'on voit que la religion commence à dégrader notre vie. Oui. Oui, voilà, c'est comme ça que ça vient, dégrader notre vie. Donc, jusque-là, ça va. Maintenant, on parle de la fameuse décennie noire. Hein. Ah oui, je l'ai vécu aussi, moi. Ah, moi, je l'ai vécu en plein fouet. Plein fouet. Alors, moi, je me rappelle comme si c'est maintenant. La première manifestation avant les élections, hein, les fameuses élections qu'ils ont fait. Hein. Oui, Il y avait les bars. législatives. Ouais, voilà. Et l'anecdote, c'est que j'ai été dans les bureaux de vote autant que j'ai travaillé, autant prof qu'on pouvait travailler. Donc, je travaillais dans les bureaux de vote pour cette fameuse élection. Autant que professeur, donc on pouvait travailler. Donc, je me rappelle comme si c'était maintenant. J'étais avec un copain, et on était en train de se promener dans un grand boulevard et on était assis dans un banc public. Et j'entends, alors, alayha nahya wa alayha namout. Attends, c'était quoi? Alayha nahya wa alayha namout. Je me rappelle plus, mais c'était impressionnant. Donc, j'étais assise avec mon copain, la main dans la main, et je te dis pas, une horde de barbus qui passe, mais vraiment, et commençait à scander ce truc. Et je t'assure que ça m'a glacé le corps. Comme si il y avait quelque chose d'atroce qui allait arriver à ce moment-là. Ouais. Parce qu'à chaque fois, ils Oui, faisaient des manifestations. Avant même que si on revient un petit peu en arrière, parce que il y a eu des gens qui se sont révoltés contre la vie chère. C'est toujours ça commence oui, et qu'à partir d'un parti, je vais pas rentrer dans la politique parce que j'ai vu que je me perds quand je parle de politique. Donc un parti, le peuple a été entendu. Donc de un parti, on est passé à presque 99 partis. Tu vois, le peuple n'a pas été éduqué à évoluer politiquement, tu vois, pour qu'il se fasse pas avoir. On n'est pas passé on peut dire d'un parti qui nous tenait comme, je sais pas, paf, c'est comme si des prisonniers que tu les lâches. Comme ça, emprisonnés pendant 30 ans, et il y a je sais pas moi, des femmes là et tu les lâches, tu vois, c'est un peu ça. Hein. Moi, je vois un peu la scène comme ça. Donc, d'un parti, on est passé à 99 partis, et il y avait le fameux parti, le fameux qui commençait à travailler, voilà, et en général, c'est les mosquées, hein. C'est dans les mosquées, hein, que ça se passait. Alors, ça oui, ça a commence. commencé en soum-soum. Oh, Discrètement. voilà. Donc, je me rappelle de ça. Et je me rappelle, ça a commencé là. Et je me rappelle que ma sœur était en terminale et qu'elle allait un après-midi. Elle nous a jamais dit, pour nous, parce qu'elle préparait son bac, qu'elle faisait des devoirs. C'est ce qui se disait.
Et normal, quand elle partait, il y avait des personnes qui prêchaient dans les lycées. Et un jour, elle est venue, bof, elle était voilée, ma sœur. J'ai eu la même chose. C'est incroyable. Aussi, Incroyable. une sœur qui s'est voilée, oui. Voilà. Mon père n'a pas accepté. Pourtant, ouverte, elle adorait. Elle adorait Michael Jackson, elle adorait. Oui, oui. Voilà, tu vois, elle dansait, elle aimait la plage, elle aimait tout. Elle Ouais. s'est voilée. Là, ça c'est vraiment avant le, quand le fils n'a pas, bah, il a été arrêté. C'est juste avant. Ça a commencé. C'est Oui. après la révolution du peuple, entre la révolution du peuple parce que la révolution du peuple, ça s'est fait en 89. Et le fils, je crois que c'était en 92, si oui. Donc, 91, le fils. Oui. 91, voilà, il y a Révolution 2 ou 91. 3 ans. Donc là, Ouais. ça a commencé. Donc ma sœur s'est voilée, ça m'a étonnée. Et Oui, tu sais, parce qu'ils ont commencé à islamiser, à faire leur prêche petit à petit. Il y a eu aussi, tu sais, le Qardawi qui est venu d'Égypte pour enseigner donc oui, l'islam. C'est un oui, frériste, oui, hein, l'islam à Constantine. C'est l'université de Constantine. Et oui, c'est comme ça, en fait, et après le Jazeera qui a ouvert, oui, rappelle-toi. oui, Et tu sais, la chaîne Jazeera, tout le monde mhm, regardait et commençait à endoctriner petit à petit les gens comme ça. Et mhm. en attendant de former le fils, hein, Voilà. le Bah, parti là, mhm. le Front islamique du salut, hein. Ouais. C'est pour ça que vraiment quand on retrace sa vie et on voit doucement comment ça a évolué, comment donc Oui, ma sœur voilée, ça m'a choqué. Bon, ouais. ça n'a pas duré longtemps, mais C'est bien, tant mieux, tant mieux. oui, oui, bon, tant mieux là, mais après, bon, on reviendra. Donc là, ça n'a pas duré longtemps après, parce que notre vie à la maison était très, très différente de ce qu'on. Donc, et à un moment, je me rappelle très, très bien, l'été arrive et je la voyais devant le miroir, en train de se regarder avec son jean et tout. Elle était voilée là, et Ouais. je la regarde. Je lui dis, tu regrettes un peu? Il m'a dit, ah, maintenant sur le quartier, ils m'ont vu voilée. Alors je l'ai pris de la main. C'est beaucoup de femmes qui se sont voilées, qui ont eu peur de l'enlever à cause de ce qu'on dira-t-on aussi. Oui, oui. Et après, ils sont restés comme ça, condamnés à vie. Donc, je l'ai pris par la main et je l'ai sorti. On est allé prendre des glaces et tout, et ça va. Bon, après, c'est un épisode qui est passé. Alors, bon, quand il y a eu la fameuse, le fils, quand on a arrêté le processus électoral et que, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors nous, à Oran, on peut dire qu'Oran, elle a été la moins impactée par rapport à Oui. l'ensemble de l'Algérie. Je peux le dire, Tout à fait. c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que par ma fenêtre, j'ai vu des morts. Par ma fenêtre, parce que je suis dans un axe très passant, dans un Mm. coin. Donc, j'ai vu un attentat de mes propres yeux. On entend les bruits, Mm. hein. Après, tu sors, tu Ouais. vois. Il y a eu, si on peut dire, les casques bleus, mais je sais pas comment on les appelle là-bas, des bombes lacrymogènes qui sont dans nos fenêtres. Ils ont tapé ma mère asthmatique, elle a failli mourir. Vraiment, nous, on a vécu ça des premières loges, hein. Ouais. Une bombe qu'ils ont mis dans je sais même plus, c'était une genre de maternité, mais des choses qui se sont passées. Après, c'est les règlements de compte, hein, franchement. On peut dire qu'il y avait une idéologie musulmane, mais après, vraiment, moi, je dirais que c'était une mafia, que c'était des frustrés de la vie, qu'on leur a donné une arme et voilà, qu'ils ont exécuté des gens bêtement, pas bêtement, sauvagement, pas par leur propre frustration. Et je ne sais pas de quelle région tu es, plutôt mais je pense que si tu te rappelles du fameux minibus des 12 personnes qui ont été égorgées, Oui. les femmes, Oui, oui. Mm. les femmes. Ouais. La, Oui, la oui. plupart des femmes étaient voilées et Ouais. ils sont tous passés à l'abattoir alors qu'ils étaient tous des musulmans. Alors c'est Ils ça. prenaient au hasard, en fait. Oui, C'était oui, au oui. hasard. Ils tombaient Et sur même des gens. Ouais. il y avait des choses atroces. Mais on dirait que la décennie noire, ils l'ont étouffé. Ou que Oui, ça les gens, devient tabou, hein. Ouais, oui, ça et devient que tabou. les gens peut-être qu'ils l'ont étouffé
Et s'il avait vraiment, les médias l'avaient vraiment, peut-être que, moi, je pense que la gangrène a commencé là, hein. C'est pas Oui, possible. Et c'est là oui, que ça a commencé. Après, ça s'est propagé. oui, Après, oui, ça s'est propagé. Je sais même, parce que je vais en parler quand même, parce qu'il y a eu tellement de choses, hein, qu'il y oui, avait aussi des personnes qui revenaient de la plage, des femmes et des hommes, des jeunes femmes et des jeunes hommes, qui les ont, je peux pas dire les termes, et qu'ils ont retrouvé leur corps dans un puits. oui, Non, mais c'est de la sauvagerie. C'est même oui, plus, c'est inhumain. Parce que oui, quoi? c'est diabolique. Parce qu'un musulman, soi-disant, parce que quand il fait ça, parce que ces gens-là, ils se droguent, ils fournissent, ils font tout, Oui, mais oui, bien sûr. voilà, au nom de, ils se sont mis dans une position que eux, c'est les meilleurs musulmans, et Oui, que les autres, ils nous ont déshumanisés. C'est comme déshumanisé. T'es pas oui, comme nous, on te tue. Voilà, tout simple. Ou on fait ce qu'on veut. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, les règlements de compte, il y en a eu. Plus, je pense qu'il y avait eu plus de règlements de compte que une idéologie, l'idéologie de l'islam. Parce que bon, cette idéologie. Et nous, dans notre tête, à cette époque-là, moi personnellement, pour moi, c'est des gens qui n'appliquent pas l'islam. oui, Là, on revient, ces gens qui oui. n'appliquent pas l'islam. L'islam c'est là, comment dire, Allahu. Maintenant que ça fait 5 ans que j'ai apostasié, j'ai oublié les termes. Non, mais Moi ça aussi, ça fait 5 ans. Ghafour Rahim, voilà, Ghafour Rahim, oui, oui. voilà, Clément et miséricordieux, clément. miséricordieux. Oui, Voilà, oui. pour moi, ça, le prophète est bon, parce que, on nous a raconté que des choses, et voilà, voilà, bon. Alors, ça, c'est le contexte du pays, donc la famille, moi. Maintenant, je vais parler de comment, maintenant, jusqu'à présent, je suis une femme forte. Il y avait un truc aussi que j'ai oublié, c'est que ma mère commençait à avoir peur pour moi. Surtout que commençait à égorger les femmes, même voilées, tu vois, ça commence et elle me commençait à me dire, Mina, rien que pour t'en sortir. Mais moi, c'était impossible. Je ne peux pas. Soit je suis vraiment voilée, soit je ne le suis pas. Mais faire semblant, c'est pas possible. Donc moi, j'étais dans ma tête, je lui dis, même si on me pendait, je le mettrais. Mais j'avais peur quand même. Je dis pas que j'avais peur. J'avais pas peur. Donc, quand je partais travailler dans la fameuse commune qui est écartée de la ville, donc je prenais un petit chemin et le matin j'allais tôt, donc pour arriver à l'heure. Et quand je marchais, je crois que c'est mes pas qui faisaient de l'écho. À chaque fois que je marchais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi et que j'allais y passer à cause de le fait que je porte pas le voile. Et ça, je l'ai vécu peut-être 3 ans, parce qu'après, j'ai demandé à réintégrer la ville et voilà. Et c'était je travaillais à côté de chez moi, chez nous. Voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est un peu. Alors, après, comment l'islam ou la peur a commencé? Avant, je dormais bien. Une fois, j'ai entendu, je ne sais pas si la prêche d'un prêcheur égyptien, un prédicateur ou prêcheur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Kouchk, tu Ah oui, connais? je connais. Oui, Voilà. oui. Il avait fait une prêche sur Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Et avec sa prêche et tout, sa voix qui effraie, j'ai commencé à avoir une angoisse de mourir. Mourir, je sais que tout le monde va mourir, mais c'était la peur de me faire torturer dans la tombe. Déjà, ça a commencé comme ça. Donc, ça a commencé. Et une fois, j'ai eu un épisode dépressif. Tu sais, dans la vie, toujours en Algérie, hein, mais vraiment, après. Et c'est là que j'ai commencé, on peut dire, que j'ai commencé à prier
prier, parce que depuis le prout du collège, là j'ai commencé à prier et et voilà. Et moi je fais pas les choses à moitié. Je fais pas. Même prier, je vais pas prier n'importe comment. Je commençais à lire pour bien prier. Et d'ailleurs, ma mère, elle priait à sa façon, mais elle priait pas comme pour moi, comme donc c'est moi phonétiquement que je lui ai écrit, je lui ai appris à bien prier, en pensant faire bien. Hein. Mais bon, elle m'a toujours remercié de lui avoir appris à bien prier. Donc, à bien mettre ses mains. Donc, les détails. Je suis beaucoup dans le détail, très perfectionniste. Donc, bah, j'ai montré à ma mère comment bien prier et j'ai commencé à bien prier. Et quand je prie, je prie. Je peux pas, si un jour je suis pas à fond dedans, je peux pas prier. Il faut que pour moi, c'est vraiment être. Donc, j'étais honnête dans mes actions. Donc, dans la période de dépressif, là, je commençais à prier. Et un jour, je ne sais pas qui m'a donné un livre. Je sais pas si tu le connais. Ça s'appelle Minhaj al-Muslim, la voie du musulman, le Oui, chemin oui. de quelqu'un qui s'appelle El Jazairi. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais lu. Heureusement. Même le couche que je sais que ma sœur l'écoutait. C'était horrible en fait. C'était Dès que ça horrible. commençait, Oui, je m'empêchais mais d'écouter. voilà, c'était horrible. Moi, je l'ai jamais fini le truc. J'avais l'angoisse de loin. Et Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai commencé à lire. À lire, à lire. Mais c'est une horreur. Hein. Il y a que on te fait ça, on te fait ci. C'est vraiment un purgatoire. Je sais pas, c'est pas un purgatoire. C'est vraiment, c'était un truc de torture parce que oui, euh, qui n'a pas fait un truc? Tu trouves toujours avoir fait un truc. Et quand tu vas voir comment tu es considéré, comment tu vas être torturé, alors qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est j'étais en période dépressive, j'ai eu tellement peur. Pour moi, ça y est, ma voix, c'est l'enfer. J'ai pas vu tout le côté humain de ma part, le côté généreux, la bonté, l'éducation. Peut-être je porte pas le voile, mais je suis très éduquée, très respectueuse, empathique. En tout cas, j'ai pris les qualités de mon père et de ma mère. Voilà, ils étaient comme ça. Mais la religion, pour moi, c'était ibada, c'était rien que juste des trucs à faire. Et si on les a pas fait, bah, c'est entre nous et Dieu. Et normalement, s'il regarde comment on est, si on est bien, si on a un bon fond, oui. bah, ça peut passer. Eh non, 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 ça passe pas. Quand j'ai su qu'on rentre au paradis, si Dieu le veut, même si tu as tout fait bien, ah, ça m'a fait un choc. Hein. Ouais, ouais. Ça m'a fait un choc. Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais en dépression. Parce que on a dit que j'avais dans le truc, hein, qu'il y avait deux anges, ou je sais pas quoi, deux anges, un à droite et un à gauche, un qui écrivait tout ce que tu fais de bien et tu dis de bien et tout ce que Oui, tu fais de mal. Après, il faut, quand on parle, nous, on regarde la télé, tu vois, tout était haram, tout était haram. oui, Et ouais. d'un côté, j'ai eu un blocage, mais un blocage au point que je me suis tue. J'ai eu une, comment dire, je suis devenue muette. Ouais. Un choc. Muette pendant un mois. Je me levais le matin. Je faisais ce que j'ai à faire. J'allais à la télé. J'allumais la télé, là, regarder les prêches et tout. Ça y est, tu vois, regarde, moi qui étais vraiment loin de l'islam. Mais c'est parce Ouais. que j'étais dépressif. Hein. Et jusqu'à un mois ça a duré. Et bah, quand j'ai été bah, soignée, hein, bah, médicaments, hein, soignée, ouf, je suis sortie de là. Et j'ai vu qu'est-ce que ça peut faire. Et je me rappelle quand on mangeait tous ensemble, ma sœur qui s'est voilée, elle a eu un petit épisode quand je la voyais maquillée et tout, et je commençais à juger, à dire elle se maquille, haram le maquillage. Et j'ai compris que l'islam te rend pas, tu vis pas, tu es en train de regarder l'autre, qu'est-ce qu'il fait pas. Et je commençais à juger les gens.
Même je commençais à dire, elle dit ça, elle fait ça, oh, elle va aller en enfer. Tu vois, c'est parce que j'ai lu ça dans le truc. Et ça sans parler. Hein. Et quand j'ai été soignée, bah, j'ai balayé et tout, bah, je suis revenue comme avant, mais j'ai gardé quand même l'angoisse de la mort quand je dors le soir. Parce que j'avais peur du tourment de la tombe. Et pour moi, et ça y est, dans ma tête, je j'ai jamais remis en question ce qui se disait. Que ça vient de Dieu. Ça, je l'ai jamais remis en question. Mais ce que j'ai dit à moi, j'ai dit que tu n'es pas une bonne musulmane. Et tu ne le sauras jamais. Voilà. Voilà, je me suis cataloguée moi-même. Donc, je vivais ma vie, mais avec cette culpabilité de ne pas être une bonne musulmane. Et ça m'a suivi toute ma vie. Malgré que je fais du bien. Mais le fait que je porte pas le voile, le fait que je n'arrive pas à prier tout le temps, parce que je prie, je m'arrête. Il y a que le ramadan, je le faisais. Comme tout le monde, je m'assoiffais, voilà. Mais après, on vivait normal le soir et voilà. Je me suis convaincue que ma place serait certainement l'enfer parce que j'arrive pas à être une bonne musulmane et appliquer. Le voile, jamais j'aurais pu le mettre. Ça va à l'encontre de ce que je suis, de ce que je sais pas. Et j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi quand je suis madouche nue, pourquoi il me voit pas nue, le bon Dieu? Oui, Pourquoi mais moi je savais pas le hijab. Il y a certains qui disent non, il est pas fard. Tu vois, tu as tout et son contraire. Donc je prenais ce qui m'arrangeait. Tu as tout et son contraire, tout et son contraire, tout et son contraire, tout et son contraire. Jusqu'à quand je suis venue en France, après la décennie noire, toute ma famille est là. Toute ma famille est venue. Je suis restée un peu plus. Alors j'ai décidé de venir ici parce qu'il y a eu un moment, ça va. Je me suis toujours imposée telle que j'étais, mais dans ma tête, quand je voyais une femme voilée, pour moi elle est mieux que moi. oui. Ça, c'était dans ma tête. Parce elle a réussi à se soumettre à Dieu alors que moi, j'ai pas réussi. Voilà. Voilà, c'était clair dans ma tête. Et c'est pour ça que je me disais, à un moment, je commençais à réfléchir. Mais toute, voilà. Je vivais ma vie normale, hein, mais il y avait ces épisodes de réflexion, de culpabilité. Je commençais à dire, si un jour j'allais à l'Hajj, c'est sûr que je mettrais le voile. Mais en revenant, je le garderai pas parce que je pourrais pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Tu vois, il y avait plein de questions que je commençais à me poser en étant sans voile. Comment je pourrais pratiquer au mieux ma religion? Toute ma vie, j'ai essayé de faire ça. Pour m'arrêter de danser, je pourrais pas. Pour m'arrêter de vivre, je pourrais pas. Pour m'arrêter d'aller à la plage, j'adore ça, je ne pourrais pas. Je suis gay, je suis bonne vivante, j'aime bien m'habiller. Voilà. Et l'islam, il est contre tout ça. Toutes les bonnes choses, il nous empêche de. Alors la musique, n'en parlons pas. Le dessin, j'adore l'art, j'adore l'opéra, j'aime tout. J'aime tout ce qui est beau dans la vie. On me dit que c'est haram. Ouais, ouais. Donc, il fallait faire des choix. J'ai dit je vais choisir la rébellion et quand j'irai là-haut, je vais essayer de négocier. Je me suis dit bon, je peux pas mettre le hijab parce que j'aime l'art, j'aime la musique, j'aime danser, j'aime vivre, j'aime la plage, La plage. voilà, à la plage je pourrais pas, hein, Ah, idem pour moi, oui. d'ailleurs quand je On a suis venue. grandi aussi au bord de la plage. Voilà, moi, Oran, moi, c'était une ville festive. On a grandi je sais pas moi, dans la joie, Et quand je suis venue en France, c'est pas question que j'aille m'enterrer dans une ville où il y a pas il y a pas la mer à côté, hein. Même si on doit faire quelques kilomètres, mais il faut que la mer ne soit pas très loin. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le sud de la France. Donc voilà, j'ai dit bon, je vais négocier, mais il y a toujours quelqu'un qui va te dire ah tu sais quand on est là-haut, on devient on est amnésique,
on connaît ni notre père, ni nos enfants, ni rien. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? À chaque fois, ils te rajoutent une couche pour te déstabiliser, tu vois? Parce que moi, si je me négocie, c'est que je me rappelle de ce que j'ai fait, mais si tu oublies, Ben oui. et si tu oublies, après, ils te disent, c'est ta main qui va parler à ta place. C'est ton, je sais pas quoi. Donc, hey, qu'est-ce que tu dis, toi? Laisse-moi parler. Ils vont exposer, en fait, quand ils vont exposer ce que tu as fait de mal. Et si tu as oublié ce que tu as fait de bien, comment tu négocies? Non, mais, ouais. Donc, j'ai vécu dans ce genre d'islam, hein. Alors, voilà. Ah, je parle de mes enfants, j'en ai 3. Donc, mes enfants, je les ai éduqués à une éducation universelle. Jamais, je leur ai imposé quoi que ce soit dans la religion. Le ramadan, c'est eux qu'ils aimaient bien le faire, voilà. Et je me rappelle, maintenant je comprends. Je me rappelle de quelque chose, ma grande fille, que j'appelle ma fierté, ma grande fille, elle a eu ses règles à 11 ans et demi. Pour moi, c'est jeune, hein. Et pour la rassurer, j'ai dit moi aussi, alors que moi, je l'ai eu plus tard. Et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Ben, c'est normal et tout. Tu sais ce qu'elle m'a sorti? Pourtant, moi, mais bon, elle connaissait un peu. Elle m'a dit, maintenant, tous mes péchés, tout ce que je vais faire, ça va être marqué. Voilà. Et c'est la vérité. Parce qu'ils nous disent qu'à la puberté, ça y est. À la puberté, c'est là où tu deviens adulte. En islam, c'est ça. Même si tu as les règles à 6 ans, tu deviens adulte. Voilà, la puberté. Et voilà, j'avais pas fait le rapprochement que maintenant, maintenant tout, elle a perdu l'enfance. Ça y est, maintenant, c'est pas dans le sens que elle a mal au ventre ou parce que s'il y avait pas l'islam, c'est une étape comme une autre et c'est tout. Non, pour elle, ça y est, maman. Tout ce que je vais faire, si un jour je fais pas quelque chose de bien, ça va être inscrit. Voilà. Voilà, je me rappelle de ça très très bien. Mais après, j'ai compris l'impact et qu'est-ce que ça aurait pu faire dans son psyché. Donc mes enfants, ils étaient éduqués dans la cantine, ils mangeaient sans porc. Le porc, c'était alors le musulman là, je les vois, hein, ils fourniquent, ils boivent ils volent, ils mentent, mais le porc, ils mangent pas. Et quand si quelqu'un mange le porc, j'ai vu, hein, malgré que c'est pas un musulman. Oh, hafid, mais j'ai jamais vu ça, on dirait. C'est fou. Alors, tu peux tout faire sauf ça. Comme si c'était Rukn l'islam, si c'était un pilier de l'islam. Presque, hein? Ah oui, presque. Ouais. Donc, voilà le rapport de l'éducation, aucune imposition. Et il y avait aussi que mes enfants, quand ils étaient à la maternelle, ça va, à l'école, ils commençaient à venir me dire, maman, c'est quoi le shakaf? Shakaf, c'est quoi? Non, mais les copains, ils nous disent, tu manges le mshakaf. Tu manges, la viande assommée, parce que l'abattage de l'animal ici, on l'assomme pour qu'il ne sente pas la douleur de l'abattage. Donc c'est ça. Et les musulmans, ils passent le couteau sur la gorge. Le pauvre stressé, le mouton, il tremble de toutes parts. Voilà. Maintenant, je dis ça. Mais nous, quand j'étais en Algérie, le mouton, il était là, on était content de l'avoir et on était en train de regarder égorger et tout. Bon, c'est pour ça que moi, je n'ai plus regardé un mouton se faire égorger depuis la décennie noire. Parce que je savais qu'il y avait des humains qui faisaient la même chose, qu'on leur faisait la même chose. Voilà. Ah oui, c'est un truc terrible. Donc, alors je leur disais, arrêtez de me parler de ça. Donc, mes enfants, vous voyez, l'islam qui commençait à les impacter, donc avec la communauté. Hein, alors, il y a aussi un truc, moi, j'ai toujours refusé. On m'a toujours proposé un appartement dans les cités où il y avait mes semblables maghrébins. J'ai toujours refusé et je payais très très cher jusqu'à la précarité mon loyer pour que mes enfants soient loin des cités.
Oui. J'ai jamais eu de chambre à moi. Je dormais dans le salon et que pour les chambres, c'était mes enfants pour qu'ils Oui. soient loin de la communauté. Oui. Oui. Idem pour moi C'est pas aussi. une discrimination, hein. Je voulais qu'ils aient une vision du monde mélangée. Pourquoi nous mettre tous ensemble? Et alors que Oui. moi-même, C'était communautaire, quoi. voilà, communautaire, je voulais pas ça pour mes enfants. Oui. Donc, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour que mes enfants soient dans un lycée ou un collège, comment dire, diversifié. Il n'y avait pas que des communautés bien. Donc, voilà ça. Et il y avait ça. Il commençait à me dire, il venait, alors que j'ai jamais employé ce terme à mes enfants. C'est quoi haram, c'est quoi halal? Bah oui. Eh ben, Bah, c'était avec leurs copains, leurs camarades de classe, tu oui, peux les peu, imaginer. Bah oui. parce que j'étais quand même dans un endroit très proche du centre-ville, mais le peu qu'il y avait, ça c'est haram. Ça a commencé Oui. sur les habits, sur la viande, sur ceci. Alors moi, je leur ai dit, mes enfants, écoutez, le halal, haram, je veux pas entendre parler. Malgré que j'achetais ma viande halal chez le boucher, hein, mais Oui. c'était une formalité. Il était là à côté. J'aurais pas fait 100 kilomètres pour acheter le halal hein, s'il y avait pas. Mais s'il est à côté, il est à côté. Elle est pas très chère la viande par rapport au. Pour moi. Hein, après, Oui. voilà. Même maintenant, hein, j'achète la moitié de ma viande, mais elle est diversifiée ma viande. Je l'achète un peu partout. Avant, je l'achetais que là. Donc, Oui. donc il y avait ça. Que ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc ça, c'est bon. Bon, déjà la religion. Ah, ça, donc moi, je priais, j'arrêtais, je priais, j'arrêtais, mais j'avais toujours cette culpabilité. Je suis pas une très bonne pratiquante. Il y a eu la vague. D'un côté, c'est triste le Covid parce qu'il a tué des milliers de gens, mais d'un côté, peut-être que je pense qu'il a ouvert les yeux pour beaucoup. Donc moi, quand il y a eu le Covid, moi je travaillais dans l'éducation hein, nationale et mon fils, il avait une dispense pour qu'il n'aille pas au moment du confinement à l'école. Et ça a duré de mars, le moment du confinement, jusqu'à euh, jusqu'à septembre, hein, jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Oui. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois à la maison. Franchement, il y avait l'angoisse du Covid, hein, parce qu'il y avait l'angoisse de la mort Oui. et Oui. tout ce qui en suit, mais c'était de très, très bons moments. On regardait les documentaires avec mes enfants, on regardait des séries, on regardait. Oui. Et à un moment, j'ai dit, ah, puisque tu as le temps, va regarder, va. Je commençais à regarder un peu les vidéos de l'islam. Je faisais Adkar Sabah. Je mettais. Il y avait des petites choses qui commençaient à rentrer. Je me suis dit bon, tu as toujours prétendu que tu n'avais pas assez de temps pour pratiquer ta religion. Maintenant que tu as beaucoup de temps, allez, donc, je commençais à faire la prière, bien la prière, comme je t'ai dit, moi, je la fais vraiment avec honnêteté. Quand je me prosterne, je me prosterne entièrement, presque, Oui. La avec la. chorégraphie, j'imagine, comme disait Hamza, celui que j'ai fait Mais témoigner là récemment. prosterner plus bas si je pouvais aller plus bas que la terre, je serais allée Oui. avec avec la larme au coin de l'œil. Ah oui. Non, mais je te dis, C'était. moi, je suis à fond dans tout. Donc, Bah oui. voilà. Et à un moment, j'ai dit aussi, je commençais à dire à mes enfants, aussi, il faudrait peut-être que je commence à les, tu sais, à les, un peu à leur dire l'islam. Je commençais un peu à leur raconter les histoires qu'on m'a racontées quand on était jeunes sur le prophète, sur ceci. Mais moi, je connais bien l'arabe littéraire, hein, très très bien même.
Mes enfants, j'ai pas. Ah oui, j'ai oublié cet épisode. Beaucoup de leurs copains et tout, ils sont allés dans la comment dire l'école arabe, hein, l'école arabe, oui, voilà, le dimanche et le samedi. Moi, je voulais pas qu'ils aillent parce que j'ai été tellement traumatisée par la décennie noire. J'avais peur qu'on les endoctrine. Si Oui, c'était c'est ça. rien que pour apprendre l'arabe, ok, mais j'avais pas la certitude. Oui. Mais c'est pour leur faire entrer des choses. Et j'avais peur de l'endoctrinement, de la radicalisation. Radicalisation. Oui. Voilà. C'est ça qui a fait que j'ai pas emmené mes enfants à faire l'arabe. J'ai dit, si vous voulez que si vous voulez apprendre l'arabe, je m'en charge. Et c'est là que j'ai dit, ah, je vais commander. Je me rappelle, c'était j'ai oublié comment elle s'appelle la boutique là arabe qui vend par le net, hein, .fr, je sais pas quoi, qui vend des bouquins de l'islam, des tout. Donc, en français, hein, pour qu'ils apprennent. Pour les enfants, bien sûr. La vie du prophète, la vie des compagnons du prophète. Euh, Presque 200 euros, 200 Oui, euros de livres. oui, oui, ça coûte cher. D'ailleurs, le carton, il est plein. Il est dans mon garage. J'ai dit, je vais pas le donner parce que ça va endoctriner des gens. Donc, il est là. Oui, Je sais pas comment m'en débarrasser. Donc, ah, mais attends, la suite. Mais quand même, il y avait, quand je regardais les bouquins, il y avait un bouquin qui parlait de la radicalisation. Mais il parlait comment le processus de radicalisation. J'ai dit, je vais l'acheter pour que je comprenne. Pour moi, les gens qui se sont radicalisés, c'est pas l'islam. Hein. Moi, je suis encore dans l'islam bisounours. Hein. oui. Donc, j'ai acheté ça et j'ai acheté avec mon compte PayPal. Ils m'ont bloqué mon compte PayPal à cause de ce livre-là. Ah, On est surveillé, hein. Moi, je le dis. oui, Donc, oui. d'un côté, peut-être qu'ils surveillent les gens qui veulent se radicaliser. Peut-être, je sais pas si j'ai été fichée S à cette époque-là. Hein. Ça se trouve, oui, mais tu ne le sais pas encore. 200 euros de livres islamiques et toute la journée en train de regarder les prêches là des jeunes imams là qui tu sais qui te vendent de vendent je sais pas quoi. Donc Oui. voilà. Et j'ai appelé les responsables de PayPal. Je lui ai dit pourquoi ils m'ont bloqué mon compte. Il m'a dit je peux pas vous le dire. J'ai dit ok mais moi je pense comprendre pourquoi. Il m'a dit ils vont faire leur enquête et après voilà ils m'ont fait mon enquête et après je crois qu'ils ont fouillé ma vie hein je pense hein pourquoi il y a ça s'est débloqué et on m'a envoyé et je commence et il y avait même un Coran que j'ai acheté en couleur avec chaque alors Sora Aya en France en arabe et tout de suite après en français avec des couleurs. Pour moi, ça y est, je suis à fond maintenant. Je vais apprendre l'islam à mes enfants. Voilà. Et quand je commençais à leur dire la shahada le soir, et le fameux doigt le fameux doigt pour dormir le soir. Alors je rentre dans la chambre, je leur dis de se mettre à droite, côté droit, et on le dit ensemble. Bismika rabbi wadahtu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta. Toi, tu as été loin hein, par rapport à moi. Moi, les Mais doigts, je disais pas. Hein, c'était là, le plus les essentiel. doigts, tu vois, ce doigt-là, Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est même mon père qui n'était pas, mes parents comment dire, ne savent pas lire l'arabe, mais lui, il a appris Ayat al-Kursi et ça nous a été transmis par lui parce que pour lui, Ayat al-Kursi, c'est protectrice, tu vois. Oui, C'est quelque oui, chose. C'est vrai quand j'ai une angoisse et tout, je la lis. Donc il y avait oui. ça, il y avait Shahada.
Et on n'était pas trop bismillah. Des fois, on oublie. Des fois, c'est moi qui leur dis de dire et moi, j'oublie. Et ils me disent, maman, t'as pas dit bismillah. Ouais, tu vois, je suis vraiment. C'est dur d'appliquer ça. Pour appliquer cet islam, il faut être déconnecté de la vie entière à côté. C'est pas possible de l'appliquer à la lettre, c'est pas possible de l'appliquer sans. Tu peux pas être en interaction avec des gens qui l'appliquent pas comme toi. Ça veut dire Oui, il y a un truc qui se passe, et tu es heurté parce que c'est tellement dur, c'est tellement inhumain que quand la personne essaie de l'appliquer à la lettre, la personne en face qui l'applique pas, il a de la haine pour elle parce qu'il est en train de souffrir lui. oui. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Alors les toilettes, droite gauche, je l'ai essayé une fois, deux fois. Même moi, j'ai TDA, mon fils aussi, donc donc Non, c'est pas c'était la peine. compliqué. Moi aussi, Ouais. j'ai pas appris ça à mes gosses. Non, non, C'était j'ai débile, pas quoi. pu. Après, ne pas parler. Euh, Et nous, en tant que mère, on entend chamailler ses enfants de toilettes, même dans les toilettes, on dit On crie, arrête! bah oui, moi c'est pareil. Voilà. Et J'essayais, mais puis, quand c'était obligé, c'est oui, mais obligé, hein. après, après quand les téléphones, on rentre le téléphone. Et moi, il m'est arrivé même d'appeler au téléphone. Je suis au Ah bah oui, t'es obligé de toute toilette. façon. C'est pour ça que j'entends un écho.